Le jour où j'ai reçu l'appel m'annonçant que j'avais été accepté pour le nouveau poste de garde forestier a été le plus beau jour de ma vie. J'ai toujours eu un faible pour la nature. Je suis plutôt introverti qu'extraverti. Ainsi, n'importe quel jour de la semaine, je préfère les forêts infinies et les buissons épais au bruit et à l'agitation de la grande ville. Mais l'image que je m'étais faite de ma nouvelle vie de garde forestier est très différente de ce à quoi j'ai été confronté ici. J'ai décidé de noter tout ce qui m'est arrivé jusqu'à présent, parce que j'en suis à mon 6e jour d'une période de 3 mois dans une tour de guet, et que tout est déjà devenu, pour le moins, inquiétant. J'ai décidé de tenir un journal de ce que j'ai rencontré et vécu, principalement pour 2 raisons. La première, pour occuper mon esprit pendant ces nuits calmes et sombres dans la tour. La seconde, au cas où il m'arriverait quelque chose, pour quelque raison que ce soit, je veux que les gens sachent ce qui s'est passé. Cela ressemble aux divagations d'un novice effrayé et paranoïaque, n'est-ce pas? Comme si les bruits effrayants que fait la forêt la nuit et la solitude permanente avaient déjà pris possession de mon esprit et m'avaient poussé un peu plus vers la folie. Eh bien, c'est peut-être le cas. Ou peut-être que quelque chose de vraiment étrange se passe dans ces bois. Au cours de mon bref séjour ici, j'ai entendu des choses assez effrayantes, mais récemment, depuis cette tour, j'ai été confronté à quelque chose qui a rendu tout ce que j'avais entendu et vu encore plus inquiétant. Mais écoutez ce que j'ai vécu jusqu'à présent et jugez par vous-même. Je suis actuellement garde forestier dans l'une des plus grandes forêts du nord-ouest des États-Unis. Je parle de kilomètres et de kilomètres de forêts denses gérées par le service forestier, ou plus précisément par plusieurs divisions régionales de gardes forestiers, dont celle où je travaille. Je travaille principalement sur les sentiers, où je vérifie si les touristes ou les vacanciers ont besoin d'aide. Mais j'ai également participé à des opérations de recherche et de sauvetage. Et, comme je l'ai déjà dit, je suis actuellement affecté à un poste d'observation pour 3 mois, pendant que le service forestier recherche un garde forestier plus permanent pour ce poste. Quant à mon nom, vous pouvez m'appeler David et j'ai 28 ans. Le jour où je suis arrivé dans la ville où se trouvait le bureau des gardes forestiers, j'ai pris une chambre dans un motel. C'était un établissement modeste, d'apparence bon marché. Son aspect extérieur correspondait à l'esthétique austère, mais en même temps rustique de la ville. C'était une froide matinée d'automne. À mon arrivée, la température était inférieure à 2 degrés et un brouillard bas et épais enveloppait la petite ville tranquille. Ma formation était prévue pour le lendemain à 9 heures au bureau. J'avais ensuite le week-end pour découvrir les environs. Puis le lundi à 6 heures, une navette devait venir me chercher pour m'emmener à un stage d'1 semaine dans un grand parc national où je devais suivre une formation de base de garde forestier. J'ai tendu mon permis de conduire et 100 $ à l'homme âgé derrière le comptoir de la réception du motel. Il m'a demandé d'un ton que j'ai trouvé forcé et amical ce qui m'amenait dans cette région. Je lui ai répondu sur le même ton que j'étais là pour affaires, que j'avais été embauché et que j'avais rendez-vous au siège du parc national local, après quoi je quitterai la ville pour me rendre dans une autre forêt, pour suivre une formation de base, et que je n'aurais donc besoin d'une chambre que pour 2 jours. Son visage sembla s'assombrir légèrement avant qu'il ne dise quelque chose que je trouvais assez déconcertant. Il dit « Encore un ». Je m'interrompis brusquement alors que je rangeais mon portefeuille dans ma poche et regardais l'homme avec un air perplexe. Je lui demandais ce qu'il voulait dire. Il semble que tous les 3 mois, un jeune homme plein d'entrain comme vous vient me voir et me dit qu'il a besoin d'une chambre parce qu'il va travailler dans ces forêts, répond-il avec un air significatif en mettant mon argent dans la caisse, puis en me tendant la clé de la chambre.
J'ai mis cela sur le compte du fait que le service forestier local recrutait activement du personnel pour la saison à venir. J'ai remercié l'homme pour la clé et lui ai demandé le mot de passe du Wi-Fi. L'absence de réponse verbale et un simple haussement d'épaule m'ont fait comprendre que j'étais très loin de Long Island. Je suis entré dans ma chambre, j'ai posé ma valise sur le lit et j'ai décidé d'aller en ville pour trouver de quoi manger. En traversant cette petite ville rurale, non constituée en municipalité, j'ai cherché un café ou un restaurant. D'un côté de la route se trouvaient des commerces locaux, principalement des magasins d'équipements touristiques et d'appâts, avec quelques des rares épiceries. J'ai décidé de m'arrêter pour acheter de nouvelles chaussures de randonnée. Les miennes avaient connu des jours meilleurs et je voulais faire bonne impression lors de la réunion d'information du lendemain. J'ai garé ma voiture sur le bas-côté et je suis sorti. En montant les marches devant le magasin, j'ai aperçu un petit tableau d'affichage dans la fenêtre de la véranda. Des artisans y avaient laissé leur carte de visite, des propriétaires y proposaient des chambres à louer, etc. Mais ce qui a attiré mon attention juste avant que j'entre dans le magasin, ce sont 3 affiches signalant des personnes disparues. J'ai fait un pas en arrière pour mieux les voir. J'ai examiné les affiches, 3 adolescents. À première vue, ils ressemblaient à des étudiants. 2 garçons et une fille, apparemment disparus 5 semaines auparavant, après avoir été vus pour la dernière fois partant en randonnée dans les bois pour le week-end. Probablement une attaque d'ours, ai-je pensé. Oui, c'est sûr. Je suis entré dans un magasin d'équipements de randonnée. J'ai trouvé une paire de grosses chaussures de randonnée noires qui convenaient à mes besoins et je les ai apportées à la caisse. Un homme corpulent d'âge moyen, vêtu d'une salopette en jean et d'une casquette de baseball rouge et blanche, se tenait là. Les chips de pommes de terre qu'il mâchait en regardant un match sur une télévision portable s'accumulaient dans sa barbe mal rasée. J'ai dû tousser plusieurs fois pour attirer son attention, et même alors, il a continué à suivre le match d'un œil pendant qu'il poinçonnait mes chaussures et que j'engageais la conversation. Alors, ils ont déjà retrouvé ses enfants ? Ai-je demandé. Non, comme tous les autres, a-t-il répondu, toujours concentré sur le match. Pardon, les autres ? Ai-je précisé. Des gens disparaissent tout le temps dans ces bois. Ce n'est pas nouveau. Après tout, il y a beaucoup de forêts ici, répondit-il avec dédain. Quoi, on ne les retrouve jamais vivants ou on ne les retrouve pas du tout ? Demandai-je inquiet. Ceux qu'on retrouve expliquent généralement où ils sont passés. Attaque d'ours, de pumas, hypothermie. Mais les autres ? Non. Si on ne les retrouve pas dans la semaine, on ne les retrouvera jamais. Beaucoup de gens ici disent que c'est un imitateur, mais je n'y crois pas, répondit l'homme en emballant mes chaussures dans un sac et en me tendant mon achat. Un imitateur ? Demandai-je perplexe. L'homme ricana. Tu n'es pas d'ici, tu plaisantes, n'est-ce pas ? Demanda-t-il avec un sourire, comme si ma tante venait de tout lui raconter à mon sujet. Je me suis contenté de secouer la tête, l'air perplexe. L'homme a souri, s'est levé et a traversé le comptoir tout en continuant à parler. En 1963, il s'appelait George Manson, s'est-il exclamé en décrochant un cadre photo du mur. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal. Il me la tendit par-dessus le comptoir et je l'examinais. Le titre disait « Le monstre Manson condamné à mort » et en petits caractères, il était écrit qu'il avait été reconnu coupable du meurtre de 5 enfants. Oui, Georgie était un excentrique du coin, du moins c'est ce que disait mon père, dit-il tandis que je regardais attentivement les yeux de l'homme d'une vingtaine d'années sur la photo. Il faisait partie de ces gens qui vieillissaient physiquement, mais dont l'esprit était de rester bloqué à l'âge de 10 ans. Tu sais, avec des particularités de développement et tout ça, sa mère l'emmenait se promener dans les bois. Un jour, elle était revenue en ville, en pleurant et en criant que quelqu'un avait enlevé Georgie dans les bois, m'a raconté l'homme. Et que s'est-il passé ?
ai-je demandé avec curiosité, essayant de comprendre comment l'histoire racontée par cet homme avait abouti à l'article devant moi. Eh bien, les habitants de la ville et les gardes forestiers sont partis à sa recherche dans ces mêmes bois. 5 semaines plus tard, toujours aucune trace. Il s'est penché vers moi. Et puis, soudain, boum, le garçon s'était sorti de la forêt comme si de rien n'était, m'a-t-il dit avec un air incrédule. Vous plaisantez, sérieusement. Bref, la mère de Georgie était ravie que son petit garçon soit revenu, même si ce n'était plus vraiment un petit garçon. Le garçon mesurait environ 1,95 m. C'était un sacré gaillard. Oui, mais qu'en est-il des meurtres ? L'interrompis-je avec impatience, alors qu'il commençait à s'égarer. Oh, eh bien, d'après ce que mon père m'a raconté, le jeune Georgie est devenu quelque peu renfermé après son retour à la maison. Il ne parlait pas. Il ne mangeait pas. Un jour, sa mère a invité un groupe d'enfants du quartier à venir lui rendre visite. Ils étaient les plus jeunes que Georgie, mais compte tenu de ses limites, elle a pensé qu'ils s'entendraient bien. L'expression du visage de l'homme passa de joyeuse et animée à fantomatique et vide. La mère de Georgie discutait avec une voisine lorsque le groupe d'enfants et Georgie ont disparu, déclara-t-il. Disparu ? Demandai-je avec insistance. Oui. Plusieurs habitants ont vu Georgie emmener ses enfants dans la forêt. Il semblait d'arc s'amuser, chanter des chansons enfantines, sauter. Les enfants vaquaient d'âme simplement à leurs occupations. Mais le fait est que ces enfants joyeux ne sont jamais rentrés chez eux, m'a-t-il dit d'un ton grave. Que leur est-il arrivé ? Osai-je demander. L'homme se pencha plus près de moi que pendant toute notre conversation. Une équipe de recherche est partie à leur recherche et les a tous retrouvés mutilés et lacérés. Des actes de cruauté absolument indescriptibles leur ont été infligés. La rumeur dit que certains vétérans des équipes de recherche et de sauvetage ont vomi lorsqu'ils ont trouvé ce qui restait de ces enfants. Mais ce jour-là, 6 personnes sont parties dans la forêt. Elles n'ont trouvé que 5 corps. Georgie n'était toujours pas là. Où était-il ? Ai-je demandé avec curiosité. Eh bien, personne ne le savait, jusqu'au jour où le grand Georgie Manson est simplement ressorti de la forêt, couvert de la tête aux pieds du sang de ses enfants. Les sourcils de l'homme étaient hautement levés, laissant le poids de ses mots flotter dans l'air pendant quelques secondes. A-t-il dit pourquoi il avait fait ça ? Demandai-je assez perplexe. Eh bien, le problème, c'est qu'il a dit qu'il ne l'avait pas fait. Je veux dire, ce type n'avait pas toute sa tête. Je ne sais pas s'il comprenait vraiment dans quel pétrin il était, mais mon père disait que sa mère criait sur les gens dans la rue, affirmant que son fils n'avait rien fait. Et vous savez ce qui était le plus étrange ? L'homme se pencha vers moi, comme pour s'assurer que personne ne l'entendrait, même si le magasin était vide. Je me penchai également vers lui, lui faisant signe de me révéler la fin de l'histoire. Pendant les interrogatoires de police, Georgie a affirmé qu'il n'était jamais revenu de la forêt la première fois, révéla l'homme en tapant du poing sur le comptoir, comme pour souligner son propos. Étrange, n'est-ce pas ? En effet, murmurai-je. Mais bien sûr, c'est ce qu'il dirait. Le garçon risquait la peine de mort. Mais cela pourrait faire une bonne histoire à raconter autour d'un feu de camp. Profitez bien de votre randonnée. Le meilleur conseil ? Restez sur les sentiers, m'a suggéré l'homme avec un sourire amical. J'ai souri. En fait, je vais travailler comme garde forestier dans la forêt, ai-je répondu joyeusement. Le visage de l'homme s'est assombri, puis il s'est éclairci la gorge avec embarras et m'a souhaité une bonne journée. Nous ne nous sommes plus regardés. L'homme était retourné à son jeu de sport et je suis sorti du magasin. Je me suis affalé sur le siège conducteur de ma voiture et, poussant un soupir d'inquiétude, j'ai démarré le moteur et quitté le bord de la route
pour m'enfoncer plus profondément dans la ville à la recherche de nourriture. Le village, d'apparence modeste, donnait une impression morne et grise, car l'automne tardif et froid avait définitivement pris ses droits. J'ai remarqué une source potentielle de nourriture au coin d'un carrefour, et lorsque je me suis approché et que j'ai lu « Rose's Diner » sur la façade du bâtiment, je me suis précipité hors de la voiture. Je gravis les marches, ouvris la porte et m'assis à une table. La serveuse qui, à mon humble avis, aurait dû prendre sa retraite 6 ans plus tôt, s'approcha pour prendre ma commande. « Qu'est-ce que ce sera, mon cher ?» demanda-t-elle avec un accent fort et rauque. À en juger par son sourire et l'état de ses cordes vocales, elle était une fumeuse invétérée. « Je peux avoir des pancakes et une portion de bacon? Du café? » « Bien sûr, merci. » Je refermai le menu et le tendis à la serveuse. Pendant qu'elle versait du café dans ma tasse, elle m'examina de la tête aux pieds. « Vous êtes nouveau en ville ?» demanda-t-elle avec curiosité, ne me reconnaissant pas dans cette petite ville peu peuplée. « Oui, madame, je vais... » Je m'interrompis, craignant que ma réponse honnête ne provoque la même réaction que celle du propriétaire du magasin. « Pêcher? Oui, je vais pêcher sur le lac. Je suis venu ici depuis Long Island, spécialement pour ce voyage. J'ai beaucoup entendu parler de cet endroit, » ai-je répondu avec enthousiasme. La serveuse semblait ravie. « Oh, j'espère que tout ira bien. J'ai passé toute ma vie ici. J'ai ouvert ce snack-bar en 1984, après la mort de mon père qui m'a laissé un peu d'argent. Je m'appelle Rose. » s'est-elle présentée en montrant l'écusson « Snack Bar Rose » brodé sur son uniforme. « Oh, je vois. Vous avez un très bel établissement ici. Je m'appelle David, » lui ai-je assuré, avec un peu plus de sincérité cette fois-ci. « Oh, attendez de goûter les crêpes, » a-t-elle plaisanté en terminant de prendre ma commande et en se dirigeant vers la cuisine. Je réchauffai mes mains sur la tasse chaude et me retournai pour admirer le magnifique paysage derrière la fenêtre. Je regardais par-dessus les toits de la ville, vers les champs et les collines, émerveillé par la façon dont l'immense masse d'arbres et de forêts semblait avoir envahi la terre et complètement englouti les montagnes. Je souris, sachant que c'était là que j'avais ma place. Mon regard s'est à nouveau posé sur la rue, où j'ai vu une mère poussant une poussette avec des jumeaux. Alors qu'elle passait, j'ai remarqué que des feuilles de papier étaient accrochées à 2 des 8 poteaux télégraphiques et lampadaires. En plissant les yeux, j'ai pu distinguer un mot, « disparu ». Je ne pouvais pas distinguer l'image sous le mot « disparu », mais j'en voyais assez pour comprendre une chose. Ce n'étaient pas les mêmes de personnes que celles sur les affiches du magasin d'équipement. En fait, c'étaient 2 garçons, et ils étaient beaucoup plus jeunes. Le bruit d'une assiette posée sur la table devant moi me sortit de ma torpeur et je me retournai pour voir Rose poser mon repas. « Une portion de pancakes au bacon, et voici votre sirop. Puis-je vous apporter autre chose ?» demanda Rose en me servant du café. « Non, ça ira, merci, » lui ai-je assuré. Elle m'a souri, m'a souhaité bon appétit, et s'est retournée pour retourner en cuisine. « Mais Rose, » lui ai-je murmuré pour attirer son attention. Elle s'est retournée vers moi, penchant la tête. « Oui, mon cher ? Disons que je suis un grand amateur de paranormal. J'adore chasser les fantômes et tout ce qui s'y rapporte. Il n'y a pas beaucoup d'endroits chargés d'histoires et de légendes chez moi, mais vous avez passé toute votre vie ici. J'ai entendu quelques légendes urbaines, mais racontez-moi, quelles histoires circulent ici ?» demandai-je d'un ton encourageant et avec un sourire malicieux. « Oh mon cher, si tu aimes toutes ces horreurs, tu es au bon endroit, » dit-elle en riant. « Continuez, je veux dire, j'ai entendu l'histoire de Charlie Manson. C'était son nom ? » « Oh, tu veux dire Georgie Manson, mon cher, » m'a-t-elle corrigé en souriant. « Oui,
Beaucoup de gens ici continuent de dire que Georgie n'a pas tué ses enfants. Ils disent mais que c'était l'un de ses doppelgangers. Mais crois-moi quand je te dis que cette légende locale n'est qu'une bagatelle. As-tu déjà entendu parler de la sorcière du Black Elk ou de toutes les légendes sur le culte de la lune sanglante qui vit dans les montagnes ? Demanda-t-elle en se penchant et en appuyant ses coudes sur le bord de la table. Non, je n'en ai jamais entendu parler. Eh bien, il y a longtemps, quand mon père était plus jeune que toi, une femme vivait ici. Elle s'appelait Elizabeth Wells. Elle vivait ici dans les années 1910. C'était une ermite et une folle. Elle adorait le diable, pratiquait la sorcellerie, tout ce que tu veux. À 45 ans, après que la ville en ait eu assez d'elle, elle a été chassée et est partie vivre dans une maison au milieu de la forêt. Les gens ne faisaient pas attention à elle. Jusqu'au jour où, 15 ans plus tard, elle est revenue au village, complètement nue, sale, épuisée et velue. Les gens, choqués et dégoûtés, la voient debout sur les marches de l'église et commençaient à maudire la ville. Elle est à nouveau chassée, comme un animal, dans la forêt et les montagnes. 5 années s'écoulèrent sans que Madame Wells ne refasse surface. Les gens supposèrent qu'elle était morte de faim ou quelque chose de ce genre. Mais c'était avant que les enfants des villageois ne commencent soudainement à disparaître les uns après les autres. Au bout de 5 ans, alors qu'aucun des enfants n'avait été retrouvé, les habitants se rendirent dans la forêt à la recherche de Mademoiselle Wells. La soupçonnant d'être responsable, ils trouvèrent sa maison et lui crièrent de sortir. Elle clame son innocence depuis la fenêtre du 2e étage et les habitants commencent à la croire, jusqu'à ce que l'un d'eux remarque les chaussures d'un des enfants disparus dans les feuilles près du porche. Cela leur suffit. Ils enfoncent sa porte, mais elle ne s'ouvre pas. Alors ils brisent la fenêtre et commencent à asperger sa maison d'essence. L'un d'eux a allumé une allumette et, boum! Ses gestes imitaient une grande explosion de flammes dans les airs. Mon Dieu, que lui est-il arrivé ? Ai-je demandé avec curiosité. La légende raconte qu'ils l'ont entendu hurler dans la maison, crier et crier pendant que les flammes dévoraient son corps. Le shérif de la ville était l'un des parents des enfants disparus. Il a attribué l'attaque à un incendie accidentel. Ils ont fouillé la maison et ont découvert que le sous-sol était pratiquement intact. Il y avait des preuves que Madame Wells gardait les enfants dans le sous-sol. Elle leur faisait subir des choses horribles dans le cadre d'un rituel. Il y avait des accessoires de sorcellerie, des symboles occultes, ainsi que des traces de sang partout et des signes indiquant qu'elle avait mangé les restes. Le shérif s'est arrangé avec les pompiers pour attribuer l'incendie aux flammes qu'elle avait utilisées pour cuire les corps et qui s'étaient propagées au plancher en bois de la maison. Je pense que c'était une autre époque. Il n'y avait pas ces experts en criminalistique pour dire autre chose, a-t-elle déclaré en haussant les épaules. « Mon Dieu, c'est horrible !» ai-je répondu. « Oui, ils ont démoli cet endroit 1 an après sa mort. Mais ensuite, 10 ans après l'incendie, un touriste nommé Justin Moffat s'est rendu dans ces bois et a quitté le sentier. On ne l'a jamais revu. Et les gens ont commencé à dire qu'il s'était trop approché de la maison des Wells et que le fantôme d'Elizabeth Wells l'avait tué, tout comme elle avait tué les enfants. Après la clôture de l'enquête, un groupe de 3 personnes est parti à la recherche de Justin par ses propres moyens. Ils ont également disparu. Aujourd'hui, l'histoire de la sorcière du Black Elk est l'une de celles que les habitants racontent à leurs enfants pour qu'ils se comportent bien, ne s'éloignent pas seuls, ne parlent pas à des inconnus et se couchent à l'heure. Tu vois ce que je veux dire. Alors cette histoire est un mythe ? Demandai-je perplexe, cherchant désespérément des explications. Eh bien, mon père est né après l'incendie, quand tout cela s'est produit, mais il disait que son père et le père de son père, avant lui,
jurait qu'Elizabeth Wells avait fait ces choses à ses enfants et qu'elle tuait des touristes. Mais, comme je l'ai dit, c'est peut-être juste une histoire effrayante pour faire obéir les enfants. En tout cas, ça m'a fait obéir, remarqua Rose avec un petit rire joyeux. Je n'étais pas aussi joyeux, mais j'essayais de ne pas le montrer. Oui, tu as aussi mentionné une secte ?» demandai-je avec appréhension. « Oh oui, je ne peux pas en parler moi-même, mais il y avait beaucoup d'histoires. À la fin des années 60, les gens parlaient même d'un groupe de personnes qui adoraient les mêmes forces obscures qu'Elizabeth Wells. On dit qu'ils sont partis vivre dans une forêt isolée dans les montagnes. On dit qu'ils sont toujours là-bas, qu'ils se cachent et traquent les touristes égarés pour les utiliser dans leurs rituels et leurs sacrifices à la sorcière du Black Elk. » Ces mots m'y restèrent suspendus dans l'air pendant qu'elle me regardait fixement dans les yeux pendant quelques secondes. Mais elle me tapota ensuite l'épaule et éclata de rire. « Oh, ne t'inquiète pas, mon cher, ce ne sont que des contes effrayants que les gens aiment me raconter. Personne n'a jamais vu ce soi-disant culte. C'est juste une autre histoire effrayante pour attirer les amateurs de paranormal comme toi. Profite de ton repas avant qu'il ne refroidisse. » Sur ces mots, elle partit, me laissant seule avec mes pensées et mes crêpes. Heureusement, le repas était délicieux, et j'ai laissé un bon pourboire à Rose, en lui faisant un signe amical de la main. J'espère la revoir. En me dirigeant vers ma voiture, j'ai fait un détour pour examiner les affiches que j'avais vues de plus tôt. Le premier représentait un garçon nommé Dennis Weaver, âgé de 13 ans, vu pour la dernière fois lors d'une randonnée avec sa famille. Ses parents s'étaient réveillés le matin et ne l'avaient pas trouvé dans la tente. L'affiche datait de 5 semaines. J'ai pris une photo avec mon téléphone, je me suis approché d'une autre, et j'ai fait de même. Je suis retourné au motel, j'ai appelé mon opérateur de téléphonie mobile et j'ai acheté un forfait Internet pour mon abonnement. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur le web. J'ai tapé le nom de la ville où je me trouvais et j'ai ajouté le mot-clé « disparu ». J'ai été déconcerté de ne rien trouver de similaire dans les résultats de recherche. J'ai tapé « Dennis Weaver » et le nom de la ville, puis j'ai cliqué sur « Rechercher ». Rien. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai trouvé la photo d'une autre affiche, signalant une personne disparue. Je l'ai regardée. Un autre garçon, probablement âgé d'une 15aine d'années. Chad Mitchell, un autre qui était parti en randonnée avec des amis. Il avait quitté le sentier pendant la nuit, probablement pour aller aux toilettes. Personne ne l'avait revu depuis. J'ai tapé son nom dans la barre de recherche et j'ai de nouveau été déconcerté de ne trouver aucun article sur sa disparition. Pour une raison quelconque, il semblait que la ville essayait de mener l'enquête en interne. Pourquoi? Je n'en avais aucune idée. J'ai décidé de faire une dernière recherche. J'ai tapé Elizabeth Wells et le nom de la ville dans la barre de recherche et j'ai appuyé sur « Entrée ». L'article en haut de la page a attiré mon attention. Ce n'était rien de plus qu'une sorte de wiki sur les légendes urbaines. Mais le titre était « La sorcière du Black Elk ». J'ai cliqué dessus. Une esquisse effrayante était l'image principale sous le titre. C'était Elizabeth Wells, alias la sorcière du Black Elk. Ses cheveux étaient lames si sauvages et soignés que je l'ai involontairement comparée à Méduse. Ses membres étaient étirés, en position de crucifixion. Elle était dessinée nue, mais ombrée à certains endroits pour représenter la saleté et les poils sur son corps. Elle avait sur le dos des lambeaux ressemblant à une cape. Son visage était dessiné sans la moindre beauté, presque déformé par la colère et une méchanceté hideuse. Alors que ses flammes dansaient sur sa chair, un frisson me parcourut le dos, car les points grossiers des pupilles au crayon semblaient me regarder droit dans l'âme. Je lus l'article et compris que l'histoire correspondait exactement au récit de Rose.
Il existait cependant plusieurs autres versions. Dans l'une d'elles, elle avait été noyée dans le lac par les habitants de la ville. Dans une autre, elle avait été crucifiée et attachée à un arbre, laissée à geler pendant l'hiver. Mais à part ces variantes, l'histoire restait la même. Je fermai mon ordinateur portable, décidant que j'avais besoin d'une bonne nuit de sommeil et que je ne voulais pas me réveiller en sueur. Le lendemain, je me suis rendu au bureau régional du service forestier, prêt à rencontrer pour la première fois mes employeurs et mes collègues. Je suis entré dans le bureau et j'ai donné mon nom à la gardienne forestière à l'accueil. Je lui ai donné mon nom et elle m'a rapidement informé que le garde forestier en chef m'attendait dans son bureau. Je me suis dirigé vers la porte qu'on m'avait indiquée et j'ai frappé. « Entrez !» m'a-t-on lancé d'une voix autoritaire derrière la porte. J'ai obéi et je suis entré dans la pièce. Derrière son bureau, occupé à remplir des papiers, se trouvait un homme à l'air sévère. À sa barbe grisonnante et à sa coupe de cheveux stricte, j'ai compris qu'il avait un passé militaire. « Bonjour, je m'appelle Dave », ai-je dit en lui tendant la main. « Dave, ravi de vous rencontrer », a répondu l'homme en me serrant fermement la main. « Bill. Enchanté, Bill. Franchement, je suis content de voir un autre New-Yorkais ici. Certains de ces gars sont tellement du Nord-Est que, à côté d'eux, j'ai l'air de Tony Soprano, tu vois ?» dit-il avec un léger sourire. Nous avons ri et je me suis immédiatement senti plus détendu. Bon, de toutes les vidéos d'entretien dans ce bureau, c'est toi qui leur a le plus plu. Maintenant, David, je vais être honnête. Le recrutement des nouvelles recrues n'est pas vraiment mon domaine, mais leur formation et leur sélection le sont définitivement. Tu comprends ? M'a-t-il demandé en me transperçant l'âme de son regard intimidant. Tout à fait, monsieur. Haut et fort, lui ai-je assuré, en essayant de rester confiant. Un silence tendu s'installa pendant un instant, tandis qu'il évaluait mon comportement. Tu sembles être un bon gars, David. Suis simplement les instructions et fais ce que je te dis, et tu seras un bon atout pour l'équipe, dit-il en fouillant dans le tiroir de son bureau et en sortant une pile de papiers. Voici ton dossier de démarrage et ton contrat, ainsi que des informations sur le stage auquel tu participeras lundi. Signe là où il y a des croix, m'instruisit-il en poussant les papiers vers moi et en me tendant un stylo. J'ai rempli les papiers pendant que Bill continuait à m'observer. « Hé, je peux vous poser une question ?» ai-je demandé prudemment. « Vas-y. Est-ce que, vous perdez souvent des gens ?» Bill a gloussé. « C'est la forêt, mon gars. Il y a des pumas, des ours, des loups. On essaie de dire à tout le monde de rester sur les sentiers, mais beaucoup pensent qu'ils savent le mieux, tu vois? Qu'est-ce qui se passe, mec? Tu commences déjà à douter? Tu penses que de gros loups méchants vont te manger là-bas? Me taquina-t-il avec ses questions, avant de soudainement plisser les yeux et de me regarder avec beaucoup de suspicion. À moins que quelqu'un ne t'ait mis de l'eau dans les yeux. À qui as-tu parlé? Exigea-t-il une réponse. Son changement d'humeur me prit au dépourvu. Je marmonnai une réponse. Quoi? Non, personne. Je veux dire, j'étais en ville hier et j'ai vu beaucoup d'affiches. C'est juste que ça semble beaucoup pour une si petite communauté, répondis-je d'un ton désespéré et apologétique. Bill sembla se détendre. Eh bien, tu sais comment sont ces provinciaux. Ils pensent toujours qu'ils connaissent mieux la forêt que nous. Le département du shérif est dit composé de 2 gars à la demande. Ils ne savent donc pas ce que c'est que d'écouter l'autorité et l'ordre. Ils font ce qu'ils veulent et n'écoutent pas nos conseils. Et puis, quand la merde arrive dans le ventilateur proverbial et qu'ils se font bouffer par les putains de yogis et leurs copains, les gens commencent à inventer toutes sortes d'histoires effrayantes. Mais c'est juste la forêt, mon gars. C'est un endroit dangereux. C'est pourquoi le gouvernement a créé le service forestier. Mais les gens continuent de penser qu'ils savent mieux que nous, et ce sera toujours le cas. Donc oui, pour répondre à ta question, nous perdons beaucoup de gens.
Mais ne t'inquiète pas. Dans le cadre de ta formation de base, on t'enseignera les techniques de recherche et de sauvetage. Très bien, j'ai hâte, m'écriai-je, me sentant un peu mieux après les explications de Bill. Tu es si jeune et plein d'optimisme. Tu me rappelles moi-même il y a 30 ans, dit Bill avec un sourire triste. Je lui ai souri et lui ai tendu les formulaires signés. J'étais officiellement devenu garde forestier. Le bus sera là lundi. Sois là à 5h30. Il part à 6h. Tu seras à Denver vers 14h. La formation commence mardi matin. Tu seras de retour ici vendredi soir. D'ici là, nous aurons trouvé un logement pour toi. Tu pourras donc récupérer tes clés à ton retour. Ce fut un plaisir, David. J'ai hâte de travailler avec toi, s'exclama Bill en me serrant à nouveau fermement la main de sa main puissante. Je quittai le bureau et me dirigeai vers Rose pour déguster une nouvelle portion de ses délicieuses crêpes. Le bus arriva au parc national des Montagnes Rocheuses à l'heure, à quelques minutes près. Nous descendîmes du bus et nous dirigeâmes vers le centre d'accueil des visiteurs. Les gardes forestiers avec lesquels je voyageais étaient tous assez nouveaux, en poste depuis moins d'1 an. Ils avaient suivi une formation de base sur place, mais nous allions tous suivre ce cours avancé qui nous apprendrait certaines de techniques de recherche et de sauvetage, ainsi que la surveillance des incendies et la formation à l'alpinisme. J'ai fait leur connaissance dans le bus en échangeant des anecdotes sur nos vies jusqu'à présent. Jeff, Pete, Richard et Daniel, tous des gars formidables. Nous étions enthousiasmés par la formation à venir et impatients d'entendre toutes les histoires incroyables des vétérans. Le camp d'entraînement était génial. Jeu de cohésion d'équipe, exercice de confiance, mission de recherche et de sauvetage, randonnée, tout. Ces 4 jours ont probablement été les plus amusants de ma vie. Mais le meilleur moment était de s'asseoir autour du feu le soir, de boire de la bière et d'échanger des anecdotes, écouter les aînés et les vétérans raconter leurs expériences en tant que gardes forestiers. Ça me rendait dingue. Les sauvetages réussis, les rencontres avec des animaux, les enquêtes criminelles, j'étais ravi. Mais soudain, la conversation a dérivé vers les choses les plus étranges qu'ils avaient vues, au travail. Aucun de ces gars n'était de notre juridiction, mais leurs histoires étaient pour le moins troublantes. 3 histoires m'ont particulièrement marqué, et je vais essayer de les raconter telles que je m'en souviens. La première venait d'un garde forestier senior qui travaillait dans ce parc, dans les Rocheuses. On lui a demandé quelle avait été la mission de recherche et de sauvetage la plus effrayante de sa carrière. Voici ce qu'il a répondu. Ce doit être la disparition de cet enfant. En 2006, j'étais novice et je servais dans le parc national de Crater Lake. J'étais l'assistant d'un de mes aînés. Ce type m'a appris tout ce que je sais, lui qui avait tout vu. Il est à la retraite maintenant, mais peu importe, je m'égare. Le centre d'accueil des visiteurs a appelé pour signaler qu'une famille avait campé dans les montagnes et revenait sur le sentier vers sa voiture. À un moment donné, ils ont perdu de vue leur plus jeune fils. Ils ont supposé qu'il s'était simplement arrêté pour lasser ses chaussures ou qu'il avait quitté le sentier pour aller aux toilettes. Mais non, ils ne le trouvaient nulle part. Le père essayait de garder son sang-froid, tandis que la mère était complètement hystérique. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai compris qu'ils étaient tous les deux aussi paniqués l'un que l'autre. C'est juste que le père le cachait un peu mieux. Bref, nous sommes arrivés et avons effectué une première fouille des environs, mais nous n'avons rien trouvé. Je veux dire, aucune trace, aucune empreinte. Même les chiens n'ont pas trouvé sa trace. Nous avons interrogé les parents et ils ont dit qu'il était resté en arrière parce qu'il avait mal aux 2 jambes. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas gardé cet enfant de 8 ans à un endroit où ils pouvaient le voir, mais nous avons simplement mis cela sur le compte de la confiance en soi et de la fatigue. Ils ont dit qu'ils avaient venu regarder 1 minute et qu'il était là,
puis qu'ils avaient été regardé 20 secondes plus tard et qu'il n'était plus là. Naturellement, après l'avoir cherché dans les environs immédiats, la police est intervenue car on soupçonnait un enlèvement. Mais, je le jure devant Dieu, mon partenaire, notre équipe de recherche et de sauvetage, les bénévoles, la police, nous l'avons tous cherché pendant plusieurs jours et il n'y avait absolument aucune trace de cet enfant. Nous avons dû parcourir une 50aine de kilomètres dans toutes les directions. Évidemment, au bout de 10 jours, nous avons arrêté les recherches, au grand désespoir de ses parents. Mais, honnêtement, nous ne pouvions rien faire de plus. Nous avons accroché des affiches dans le centre d'accueil et dans tout le parc avec une photo de cet enfant et une description de ce qu'il portait la dernière fois. Il portait une veste d'hiver bleue, et comme celle-ci se démarquerait sur fond de verdure et de brun de la forêt, nous avons insisté là-dessus, car c'est probablement ce que les touristes potentiels remarqueraient. S'il la portait toujours, bien sûr. Mais vu le froid qui régnait la nuit, c'était fort probable. Environ 3 semaines après la disparition de l'enfant, nous étions en patrouille lorsque nous avons reçu un appel du centre nous informant qu'un touriste pensait avoir trouvé l'enfant. Nous nous sommes rendus à l'endroit qu'il nous avait indiqué. Nous arrivons et il se tient au pied d'une falaise abrupte qui s'élève à environ 90 pieds. Et cet enfant se trouve, sans exagérer, à 535 miles de l'endroit où il a disparu. Il a pointé du doigt le milieu de la falaise et là, dans une petite cavité, se trouvait la veste bleue de l'enfant. Il était absolument impossible qu'il ait pu grimper là tout seul. J'ai moi-même eu beaucoup de mal à grimper pour aller le chercher. Et pourtant, j'avais suivi une formation et j'avais l'équipement nécessaire. Je l'atteins et, je le jure devant Dieu, je manque de perdre connaissance et de tomber vers une mort certaine. Cette cavité ne faisait pas plus de 10 pouces de profondeur et 3 pouces de largeur. La veste était simplement coincée là. Je commence à la retirer et une odeur très forte se dégage du trou. Ça sentait la rouille et le cuivre. Je pense que c'est lié aux rochers et à la pression de l'air ou quelque chose comme ça. Bon sang, je ne suis pas géologue. Mais non, je comprends rapidement ce que c'est lorsque je retire la veste. C'est un enfant. Je n'avais jamais rien vu de tel. Il n'y avait ni sang ni chair déchiquetée autour de l'ouverture de la cavité. Mais la façon dont il avait été coincé là était horrible. La façon dont ses yeux me regardaient, comme s'il s'agissait d'une balle anti-stress compressée. Mon sang s'est glacé dans mes deux veines. La police a dû faire appel à des spécialistes pour creuser la roche et extraire son corps afin de procéder à l'autopsie. Mon partenaire de l'époque était un compagnon de beuverie de l'un des détectives. Il m'a raconté que lorsqu'ils ont sorti l'enfant, il était dans un état épouvantable, comme si ses entrailles avaient explosé des deux côtés. Tous les os de son corps étaient violents, brisés, mais il n'y avait aucune blessure superficielle. Ils ont dit que ses vaisseaux sanguins avaient explosé et que 2 pintes de sang s'étaient écoulées de sa bouche, de son nez et de ses oreilles. C'est de là que venait l'odeur de cuivre. Et aussi horrible que cela puisse paraître, l'enfant avait disparu 3 semaines auparavant. Mais quand ils l'ont posé sur la table, ils ont dit qu'il était mort depuis seulement quelques heures. Et ils ont également trouvé des baies dans son estomac. Dans ce qu'il en restait, en tout cas. Cela signifie qu'il n'était ni déshydraté, ni épuisé. La cause du décès a été enregistrée comme hypothermie. C'est ridicule. Pouvez-vous le croire? Mon partenaire a interrogé son ami détective à ce sujet la fois suivante où ils ont pris un verre, et celui-ci lui a répondu « On nous a demandé de ne pas poser de questions. » Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne trouve rien à ce sujet sur Internet. En fait, il était toujours porté disparu sur le site des personnes disparues. Quelqu'un veut étouffer l'affaire. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Ils ne veulent pas effrayer les visiteurs, je suppose. Mais quelque chose a emporté ce garçon, l'a gardé propre, en bonne santé, nourri
et hydratée pendant 21 jours, puis l'a simplement enfoncée dans un trou. Il était franchement impossible pour un être humain ou une force naturelle d'exercer une telle force que ses entrailles aient jailli de sa bouche. Mais ils ne lui ont pas laissé la moindre égratignure. Mais oui, hypothermie, c'est ça? C'est ce qui m'empêche de dormir la nuit. Nous, les novices, étions assis bouche bée. J'ai remarqué que les rangers plus âgés ne semblaient pas aussi choqués. C'était plutôt un regard de sombre honte, comme s'ils avaient déjà entendu tout cela. Le ranger assis en face de lui s'est tapoté le genou. Je crois que j'en ai entendu parler. Ça a circulé il y a quelque temps lors d'autres rassemblements. Mais voici ce que vous n'avez pas entendu, croyez-moi. Nous nous sommes tous penchés en avant, avec impatience, et le rangeur nous a demandé de jurer que nous garderions le secret avant de commencer son récit. Nous avons bien sûr promis, mais il a clairement fait comprendre que cela ne devait pas sortir du groupe, car il n'avait aucune idée des conséquences que cela pourrait avoir pour lui si les gens apprenaient qu'il avait encore parlé. Nous lui avons promis de ne rien dire, mais même alors, il était gêné de nous dire où il travaillait ou quoi que ce soit d'autre. Mais nous n'insistons pas. Je ne sais pas si c'est mot pour mot, mais voici comment je me souviens de son histoire. Bon, je travaille depuis environ 1 an. Je reviens par ce sentier le matin. Je vérifie le couple qui a campé là. Je m'approche à environ 100 mètres de leur campement, et le gars se tient au milieu du sentier, me faisant signe de la main, paniqué. J'arrête mon quad et je lui demande ce qui s'est passé. Il me dit « Mec, tu ne vas pas croire ce qu'on a trouvé. Viens voir. » Je le suis jusqu'à sa tente et j'entends des pleurs. Il soulève le rideau et là, boum. Sa femme est assise là et tient un bébé dans ses bras. Or, ces gens n'avaient même pas d'enfant avec eux hier, encore moins un bébé, quand je les ai quittés. Je suis donc perplexe et je leur demande si elle est souhaitée enceinte. Ils me répondent que ce n'est pas leur enfant. Ils disent qu'ils se sont réveillés parce qu'ils ont entendu des pleurs au milieu de la nuit. Ils se sont levés et sont allés voir. Les pleurs venaient de derrière les arbres. Ils ont avancé d'environ 6 mètres et ont trouvé cet enfant, simplement allongé au pied d'un arbre. Ils ont essayé d'appeler le centre, mais leur téléphone portable était pris et déchargé. Alors ils ont simplement attendu mon retour. Je me suis dit que je ne pouvais pas transporter cet enfant sur 5 km avec mon quad. J'ai essayé de contacter la base par radio, mais sans succès. Je pense que c'était à cause des montagnes à proximité et de la dense canopée. Je leur ai donc dit de garder l'enfant au chaud et en sécurité, et que je reviendrai avec les services sociaux et la police. Je retourne en vitesse à la base et j'appelle les services sociaux depuis le centre. Je leur demande d'envoyer quelqu'un. Je leur dis que je les retrouverai et que je les aiderai à récupérer l'enfant. Ils commencent à me poser des questions auxquelles je n'avais pas pensé à ce moment-là, mais quand elle m'a demandé « L'enfant est-il blessé, traumatisé ou a-t-il besoin de soins médicaux urgents ?» Non, ils ont simplement trouvé cet enfant au milieu de la forêt. Il n'y avait pas d'autres touristes sur ce sentier ce jour-là. Donc, dire que l'enfant est totalement indemne, c'est un peu mystérieux. Pas seulement indemne, je veux dire, pas une seule égratignure. Plus j'y pensais, plus je me rendais compte qu'il n'était même pas sale, ou quoi que ce soit. C'était tellement bizarre. Mais je lui ai simplement dit qu'ils avaient trouvé un enfant dans la forêt et qu'il devait devenir le plus vite possible. Ils me disent qu'il faudra 1 heure avant qu'ils puissent envoyer quelqu'un. Alors, un des autres gardes forestiers me dit qu'il va les attendre là-bas et me convainc de revenir avec des couvertures et d'autres affaires. J'indique leur campement sur la carte et je retourne sur place. Quand j'arrive, je gare mon quad et je commence à marcher vers le campement. Je m'attends à entendre à nouveau les pleurs du bébé, mais je n'entends rien. Je suppose donc qu'ils ont finalement réussi à le calmer. Mais en m'approchant, je n'entends même pas le couple parler. Je soulève le rideau de la tente et je manque de hurler à travers toute la forêt.
Je jure devant Dieu, ce couple est simplement allongé là, complètement déchiqueté. Je veux dire, mis en pièces, tout a disparu. Mais l'enfant n'est pas là non plus. C'est ce que je redoutais le plus, que ce ours noir, ce puma, ait déchiqueté ce pauvre enfant innocent. Je saute sur mon quad et je commence à remonter le sentier jusqu'à ce que je capte un signal. Je contacte la base et je suis paniqué. Je leur crie d'appeler le service de contrôle des animaux ou quelque chose comme ça, même le FBI. La base me dit de me calmer et que les autorités sont déjà en route, et ils me suggèrent d'attendre sur les lieux pour m'assurer que personne ne revienne détruire les preuves. Je reviens, mais je reste simplement à l'entrée du camp, refusant de m'approcher de cette tente tout seul. Au bout de 30 minutes, mes collègues arrivent avec les autorités. Je cours vers eux pour les conduire à la tente, mais je ne vois ni fourgon des services de sociaux, ni voiture du service de contrôle des animaux, ni voiture de police. À la place, un Range Rover noir s'arrête derrière mon quad et 2 types en costume en sortent. Ils s'approchent de la tente, enfilent des gants et soulèvent le rideau. Ils ne bronchent pas et ne disent même pas un mot. Ils se regardent simplement et hochent la tête. Je ne l'ai pas remarqué à ce moment-là, mais j'ai vu des traces de sang qui partaient de la tente. Les 2 types en costume se tournent vers moi et me disent « Tout va bien, on s'en occupe. Nous avons besoin que vous retourniez à la base et que vous bloquiez le sentier. » Je suis perplexe, car le bébé est manifestement encore en vie et s'est enfui quelque part. Je leur demande donc « Vous allez appeler les services sociaux ? Ils vont venir ?» Ils se contentent de me regarder. Même à travers leurs lunettes, je peux dire qu'ils me transpercent du regard. Ils restent silencieux pendant quelques secondes, avant de dire d'un ton robotique « Ils sont en route ». Je fais ce qu'ils me demandent, je quitte les lieux et je roule sur le sentier, en disant à tout le monde de faire demi-tour ou de partir, car le sentier n'est pas sûr et doit être fermé. J'étais au centre quand d'autres SUV noirs sont arrivés et se sont dirigés vers cet endroit. Ce sentier a été fermé pendant environ 1 semaine, avant que nous ayons un incendie de forêt inexpliqué. C'est ainsi que les autorités l'ont qualifié. Il a complètement brûlé cet endroit dans un rayon de 5 miles. Oh, et c'était au milieu du mois d'octobre. Cela m'a toujours troublé. En fait, j'ai toujours supposé que le couple avait été tué et que l'enfant avait été kidnappé. Donc, ces types en costume qui sont arrivés étaient du FBI. Je veux dire, ils en avaient certainement l'air, mais à l'époque, j'étais novice. Et depuis, au cours de mes 10 années dans ce parc, j'ai eu affaire au FBI à plusieurs reprises, lorsque des corps abandonnés par des meurtriers ou plusieurs fugitifs se cachant dans le parc ont été retrouvés. Et laissez-moi vous dire que ces types en costume n'étaient pas du FBI, car tous les fédéraux que j'ai rencontrés aiment vous dire qu'ils sont fédéraux. Et ces types ne m'ont même pas donné leur nom, sans parler de leur provenance. Les questions sur cette affaire sont tout simplement « je ne sais pas ». Elles m'ont causé beaucoup de nuits de blanches. Chaque fois que je demandais des nouvelles, on me disait simplement de ne pas poser de questions et de faire mon travail. Ou alors on me racontait une histoire absurde selon laquelle un ours avait attaqué un homme, une femme et un enfant, mais n'avait emporté que le bébé pour ses petits. Même si cette absurdité était vraie, cela n'explique toujours pas comment l'enfant s'est retrouvé dans la forêt en premier lieu. Et cela n'explique pas qui étaient ces types en costume. Nous, les nouveaux, nous nous sommes tous penchés en arrière, les yeux écarquillés, en nous frottant les genoux. Nous avons expiré avec inquiétude, car cette histoire nous a donné la chair de poule. Certains ont commencé à parler de David Paulides et du fait que beaucoup de ce qu'il dit trouve un écho chez eux. Il y a tant de mystères autour des disparitions dans les forêts, mais les parcs et les forêts font tout leur possible pour que personne ne connaisse la vérité. Nous supposons tous que c'est probablement pour que les visiteurs continuent à venir dans le parc, que ce soit sûr ou non, afin de protéger les revenus du tourisme.
Les forêts ne sont jamais sûres à 100%, mais avec un bon niveau de préparation ou de connaissance et en restant sur les sentiers balisés, vos chances de rentrer chez vous sont assez élevées. Mais ajoutez à cela certaines choses dont ces gars ont été témoins. Et les gens pourraient réfléchir à 2 fois avant de partir en randonnée. Nous aimons tous ce que nous faisons et ne voulons pas mettre notre travail en péril. Mais on peut dire que ces réunions sont un bon moment pour boire une bière fraîche autour d'un feu de camp et se confier. La 3e histoire était la plus troublante, pour moi en tout cas. L'un des vétérans s'est tourné vers nous et nous a demandé « Alors d'où venez-vous les gars ?»« Black Elk, Dakota du Sud, 9 mois. » répond Richard, le plus expérimenté d'entre nous. Pete, Jeff, Daniel et nous tous avons ajouté le temps que nous avions passé dans le parc avant que je ne termine, en disant en riant que j'avais commencé lundi. Certains rangers ont commencé à rire et à plaisanter en disant qu'ils m'avaient déjà probablement découragé avant même que je commence. Et j'ai ri, ne voulant pas montrer à quel point ils avaient raison. Le ranger qui avait posé la question a écarquillé les yeux et a semblé un peu inquiet. Black Elk. Eh bien mince, j'y allais tout le temps, en randonnée au début des années 2000, mais je n'y suis pas retourné depuis des années, et je ne veux plus jamais y retourner. Nous, les novices, avons tous échangé des regards inquiets, avant de poser la question que nous allions regretter. Pourquoi ? Le garde forestier nous a raconté l'histoire suivante. Eh bien, c'était en 1999. Je partais en randonnée dans les montagnes avec ma femme. Nous y allions chaque année. C'était une sorte de rituel que nous observions avant notre anniversaire. Elle avait grandi au Canada, près de la rivière Ottawa. Dans cette région, vivaient encore des personnes issues de tribus amérindiennes qui occupaient ce territoire depuis le XVIe siècle. Et elle faisait régulièrement des randonnées. Elle a donc grandi avec les contes sur les skinwalkers, les Wendigos et autres créatures similaires. Bref, on était à peu près au 2e jour de notre randonnée dans la forêt de Black Elk, au fin fond de la nature sauvage, complètement hors des sentiers battus. J'étais déjà un randonneur expérimenté à l'époque, et elle avait fait des randonnées toute sa vie, donc on était sûr que tout irait bien. Et en ce qui concerne l'orientation et la nature sauvage, c'était le cas. Mais un soir, nous avons décidé d'aller dans une région où nous n'étions jamais allés auparavant. Nous avions envie d'aventure. Que puis-je dire? Bref, nous marchons, et bon sang, nous n'arrivons tout simplement pas à trouver un bon endroit pour camper pour la nuit. Et la nuit tombe assez vite. À ce moment-là, nous nous frayons un chemin à travers la nature sauvage à la recherche d'une clairière pour camper. Et la forêt semble devenir de plus en plus dense à mesure que nous avançons. Ma femme marche devant moi et je suis plongé dans la carte. À un moment donné, je dis quelque chose comme « Je pense qu'il y a peut-être un bon endroit devant nous. Je manque de renverser ma femme. » Je lève les yeux pour lui demander pourquoi elle s'est arrêtée. Et elle se met à pleurnicher, disant que nous devons faire demi-tour, que nous ne devrions pas être ici. Et je lui réponds « Qu'est-ce que tu racontes ?» Elle pointe simplement du doigt devant elle, et je suis son doigt vers les arbres. Et je ne plaisante pas. Il y a une maison au milieu de la forêt. Elle est vieille, en ruine, et la moitié semble avoir presque brûlé. C'est un abri potentiel pour la nuit. Je commence à m'en approcher pour mieux la voir, et ma femme m'attrape comme si j'allais tomber du bord du Grand Canyon. Je suis déjà prêt à divorcer de cette femme parce qu'elle me ramène en arrière et je suis sacrément fatigué. Mais je suis avec ma femme depuis longtemps. Elle est cool. Rien ne la met vraiment en colère, mais ce regard dans ses yeux. Mec, je savais juste que je devais faire ce qu'elle disait. Bref, on marche encore 1 heure ou 2 dans la direction opposée. De temps en temps, elle se tourne vers moi, les yeux écarquillés, et me dit, à bout de souffle, « Tu as entendu ça, Rick ?» Je lui dis que je n'entende rien et qu'elle est juste fatiguée.
que son esprit lui joue des tours, mais elle jure sur Dieu qu'elle entend un cri étouffé au loin. Je lui dis simplement que c'est probablement un animal blessé et qu'elle ne doit pas y prêter attention. Nous accélérons le pas et nous nous éloignons de là. Je ne lui ai pas dit à ce moment-là, mais en réalité, je l'avais entendu moi aussi, et ce n'était pas un animal, croyez-moi. Finalement, nous nous débarrassons des bruits, et, à notre grand soulagement, nous trouvons un endroit où passer la nuit. Nous montons la tente, allumons un feu, et nous asseyons pour manger un morceau avant de nous coucher. Nous sommes assis près du feu, en train de réchauffer notre dîner, quand je lui avoue que j'ai vraiment entendu un cri. Je lui explique que je ne voulais pas qu'elle panique et qu'elle garde l'esprit clair jusqu'à ce que nous arrivions dans un endroit sûr. Nous avons tous deux discuté de l'horreur et de l'angoisse que ce bruit avait suscité. Je lui ai demandé pourquoi elle avait eu si peur lorsque nous avions vu la maison. Elle m'a raconté l'histoire d'une femme qui vivait à Spearfish au début des années 90. Elle avait tué plusieurs enfants et les habitants de la ville s'étaient rendus chez elle, dans la forêt, pour la chasser et brûler sa maison. Ils l'ont attrapée, lui ont fait des choses horribles et l'ont laissée attachée à un arbre pour qu'elle meure lentement de froid pendant l'hiver. Il existe une légende urbaine selon laquelle son fantôme hante toujours la forêt. Et si vous voyez sa maison, vous devez vous enfuir, parce que si vous vous approchez, elle viendra vous chercher. Elle commence à plaisanter avec moi, tenant sa lampe de poche sous son menton et émettant des sons fantomatiques, quand soudain son visage s'allonge et elle regarde quelque chose derrière moi. Elle se tourne vers le feu, et je me retourne pour voir ce qui l'a effrayée. Elle me chuchote doucement de regarder le feu. J'entends des branches de craquer et des feuilles bruisser, mais elle me supplie simplement de ne pas la regarder et de me contenter de regarder le feu et de ne pas réagir à ce qu'elle dit. Elle essaie d'engager une conversation mondaine et de s'occuper l'esprit, mais c'était difficile. Quelle que soit cette chose, elle nous suivait et se rapprochait de nous. Je commence lentement à chercher mon Glock, mais ma femme m'attrape la main et me dit de regarder devant moi et de l'ignorer. Plus facile à dire qu'à faire quand ça s'est approché et s'est arrêté derrière nous. Je suis maintenant assis à 6 heures et ma femme à 8 heures, et je sens cette créature derrière moi respirer bruyamment et gémir sourdement. Et l'odeur, mon Dieu, l'odeur, comme de la viande pourrie. Je commence à sentir des bouffées d'air chaud et putride sur ma nuque, comme si le cochon respirait sur moi à travers un tamis. Je regarde ma femme, elle tient bon, mais des larmes coulent hors de ses yeux, et je suis sur le point de me faire pipi dessus quand j'entends la créature dire « Donne-moi ton visage », d'une voix étouffée, comme si elle parlait à travers un chiffon ou quelque chose du genre. Je fais ce que ma femme me dit et je me perds simplement dans les flammes. J'entends la créature s'éloigner de moi et retourner dans les arbres. Au bout d'une vingtaine de minutes, ma femme finit par parler. C'était la sorcière du Black Elk. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait et comment elle savait comment s'en débarrasser. Elle m'a dit que selon la légende, si jamais vous l'entendez approcher et que vous vous réfugiez dans le feu, elle n'aime pas ça. Si vous regardez le feu, elle ne s'approchera pas pour vous voir. Elle m'a dit qu'elle voulait nos visages, et c'est pourquoi elle m'a dit de ne pas la regarder. Elle m'a également dit de ne répondre à rien de ce qu'elle disait, car si vous le faites, elle vous enlèvera votre langue. Nous nous sommes levés à l'aube et nous sommes partis de là. Je n'y suis jamais retourné depuis. Le rangeur termina son histoire et laissa son récit faire son effet. Je pense que beaucoup d'entre nous s'attendaient à ce qu'il éclate de rire et se tape sur les genoux, sachant à quel point il nous avait effrayés. Cela ne s'est pas produit, et je suis resté là à penser aux histoires que m'avaient initié racontées les habitants de la ville, les personnes disparues, Georgie Manson, ce qui se passait dans les forêts de ce monde, et si quelque chose m'attendait dans les contrées de sauvages de Black Elk.
Ce lundi-là, je me suis présenté à mon premier jour de travail. Les premières 2 semaines de mon travail ici ont été assez ennuyeuses. J'ai été affecté à un garde forestier senior et je l'ai suivi dans les bois pendant la majeure partie du mois, me familiarisant avec la vie quotidienne d'un garde forestier. J'ai très bien connu mon mentor, qui s'appelait Chris. Nous passions nos journées à discuter de tout et de rien, à parler de nos familles, de nos loisirs, de nos équipes sportives, etc. Quand soudain, un jour, il a reçu un appel radio du centre. Je l'ai regardé parler dans la radio. Chris à l'appareil. À vous. Salut Chris, nous avons un appel d'une famille sur le sentier près du lac Horsfie. Ils disent que leurs 2 enfants ont disparu pendant la nuit. Ils ne les trouvent même pas. Peux-tu aller les aider ? A demandé la voix. D'accord, David et moi allons y aller et effectuer une recherche préliminaire dans la zone. J'espère qu'ils ne sont pas allés loin, mais préparer une équipe de recherche et de sauvetage, dit Chris d'un ton grave avant de remettre la radio dans son étui. Il pousse un profond soupir. Allons-y, Dave. Nous avons enfourché nos quads et nous sommes dirigés vers l'endroit où l'on avait besoin de nous. Lorsque nous sommes arrivés au campement, 2 adultes d'âge moyen se tenaient au bord de la clairière, l'air de plus en plus inquiet et impatient. Nous n'avons même pas eu le temps d'arrêter la voiture qu'ils se sont mis à crier de manière incohérente. La femme nous suppliait, presque à genoux, de les aider, tandis que l'homme était plus en colère, demandant où était la grande équipe de recherche. Chris a commencé à ramener la mère affolée au camp pour qu'elle lui montre d'où les enfants avaient disparu. Pendant ce temps, on m'a chargé de calmer le père en colère, en lui expliquant que nous avions besoin de temps pour rassembler une équipe et des bénévoles, et que nous allions d'abord nous assurer que les enfants n'étaient pas simplement dans les environs immédiats. Je lui dis qu'il serait surpris du nombre de personnes disparues, retrouvées dans les 30 premières minutes. La plupart du temps, ils partent donc pour aller aux toilettes ou faire une promenade matinale et se perdent, incapables de retrouver leur chemin. Cependant, cela ne l'a pas rassuré, ce qui est bien compréhensible vu les circonstances, mais il affirmait que ses enfants avaient été kidnappés. J'ai essayé de le rassurer en lui disant que c'était peu probable, car il n'y avait personne d'autre dans cette partie de la forêt. Mais il n'était pas convaincu. Nous avons rejoint les autres et avons commencé à interroger les parents au sujet de leurs 2 enfants. Jenny a 7 ans et Matthew, 10. Ils portent tous les 2 des vestes d'hiver rouges et des chaussures noires. Jenny a les cheveux blonds jusqu'aux épaules et Matthew a les cheveux châtain courts. Ils dormaient tous les 2, là, nous dit le père des enfants, en nous montrant une petite tente verte. Nous nous sommes levés il y a environ 1h30 et ils avaient donc tout simplement disparu. Aucune trace. Mon frère et sa femme sont là-bas en ce moment. Ils continuent à les chercher. Nous n'avons pas assez d'yeux pour les trouver. Nous avons essayé de crier et d'inspecter les environs, mais sans succès. C'est pourquoi nous vous avons appelé. Nous avons besoin d'aide, a-t-il ajouté. À ce moment-là, la mère était hors d'elle. On pouvait à peine la comprendre à cause de ses larmes. Elle pleurait et murmurait qu'elle savait que quelqu'un les observait, se reprochant la situation. J'interroge mon père sur ce dont elle parle, tandis que Chris sort sa radio et demande le déploiement d'une équipe de recherche et de sauvetage avant de partir dans la forêt pour aider les autres vacanciers à les rechercher. Il y a 2 jours, nous marchions à environ 10 miles d'ici quand nous avons commencé à entendre des bruits, des craquements de branches, des bruissements de feuilles, ce genre de choses. Nous avons regardé autour de nous, mais nous n'avons vu personne. Nous avons simplement supposé que c'était un animal. Mais cette nuit-là, nous avons établi notre campement. Ma femme et moi étions couchés dans notre tente, comme les autres. Nous avons commencé à entendre quelque chose au loin. Cela ressemblait à un sifflement, je pense. Difficile à dire, mais c'était clairement une mélodie. Cela aurait pu être le vent, commence-t-il à expliquer.
cherchant ces mots. D'accord, dis-je pour l'encourager à continuer. Hier, d'autres sons nous ont suivis pendant que nous marchions. Des branches et des brindilles se brisaient. Et puis, la nuit dernière, nous étions tous endormis dans nos tentes. Je commence à rêver que j'entends à nouveau le sifflement, mais cette fois, il est proche et tout autour du campement. C'est comme les routes du bus. Oui, c'est cette mélodie. Je me réveille et je découvre que la porte de la tente de mes enfants est ouverte et qu'ils ont tous les deux disparu. Sa phrase s'éteint lorsqu'il baisse la tête et commence à se masser le cou. Son visage prend une expression grave et, les larmes aux yeux, il dit « Je commence à penser que ce n'était pas un rêve. » Je reste silencieux, digérant ce qu'il vient de me raconter, tandis que le père commence à se frapper violemment le front avec sa main. « Idiot, pourquoi n'es-tu pas allé vérifier ?» se reproche-t-il. Je suis assis, mal à l'aise, essayant de calmer cet homme, lui assurant que nous ferons tout notre possible pour retrouver ses enfants. Sa femme s'approche de lui et ils se réconfortent mutuellement en tombant dans les bras l'un de l'autre. Je les regarde avec compassion. Je ne peux pas vous dire combien d'histoires j'ai entendues lors de réunions sur les opérations de recherche et de sauvetage où les couples se mettent à crier et à se blâmer mutuellement. Cela ne fait qu'aggraver la situation. Je demande une photo des deux enfants afin de la remettre à l'équipe de recherche et de sauvetage lorsqu'elle arrivera. Le père me tend une photo qu'il a dans son portefeuille et je l'examine pendant que Chris retourne dans la clairière avec les proches. Les enfants ne sont pas avec eux, au grand désespoir de leurs parents. J'étudie la photo. C'est une photo de famille où la mère et le père se tiennent de part et d'autre de leurs enfants disparus. Je me concentre sur les petits détails de l'apparence des enfants, essayant de trouver les petits traits distinctifs qui les rendraient plus reconnaissables pour d'éventuels témoins. J'ai remarqué un grain de beauté sur la joue gauche de Matthew et j'ai pris note. Jenny avait une couleur d'yeux inhabituelle, un mélange de bleu et de vert, et j'ai également pris note de cela. L'équipe de recherche et de sauvetage est arrivée environ 1 heure plus tard. Ils ont rapidement organisé les bénévoles et les gardes forestiers et ont commencé à diviser la zone environnante sur la carte en carrés de recherche. Toute l'équipe a été divisée en petits groupes qui ont fouillé minutieusement chaque carré, signalant par radio qu'il était vierge lorsque nous avions terminé. Nous avons fouillé chaque carré pendant 5 jours. Chaque nuit qui passait sans résultat, maman criait plus fort et papa la serrait plus fort dans ses bras, tandis que nous imaginions tous ces 2 enfants dans la forêt, effrayés, gelés et affamés. Mais le 5e soir, lorsque les équipes de recherche sont revenues au camp les mains vides, on a commencé à parler d'arrêter les recherches. Les parents se sont mis à crier et à nous insulter, nous accusant d'abandonner trop tôt. Mais nous ne pouvions rien faire de plus. Si ces enfants n'étaient pas là où nous les cherchions, c'est qu'ils avaient soit été enlevés par des extraterrestres, soit qu'ils avaient poussé des ailes et s'étaient envolés du parc. Mais juste au moment où le chef de l'équipe de recherche et de sauvetage expliquait qu'ils allaient surveiller et que les gardes forestiers patrouilleraient les sentiers tous les jours, au cas où ils apparaîtraient, des buissons ont bruissé derrière nous. Nous nous sommes tous retournés pour voir ce que c'était. Certains ont même levé leurs armes, au cas où il s'agirait d'un gros prédateur. Mais ce n'était pas un prédateur, ce n'était même pas un animal, c'était une enfant. Jenny, la fillette de 7 ans qui avait disparu, est sortie des arbres dans la clairière, comme si de rien n'était. Elle semblait propre, en bonne santé et lucide. Elle ne ressemblait pas à une fillette qui avait passé plus de 120 heures dans la nature sauvage sans provision ni équipement. Sa mère a couru vers elle et l'a serrée dans ses bras comme si elle ne pourrait plus jamais la toucher. Nous nous sommes tous précipités vers cette réunion émouvante entre les parents et leur enfant. Mais ces sentiments de chaleur et de bonheur ont pris fin dès que j'ai commencé à réaliser
à quel point toute cette situation était anormale et que les parents ont compris que Jenny était seule. « Jenny, où est ton frère ?» demanda désespérément sa mère. Jenny la regarda simplement d'un air vide, et sa réponse était restée gravée dans ma mémoire depuis lors. « Il joue avec des animaux rigolos. » Aucune trace de Matthew n'a été trouvée jusqu'à ce soir, ce qui m'a poussé à écrire ceci, car je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais je pense qu'il ou ils se moquent de moi, comme ils l'ont fait avec celui qui m'a précédé. Ils tenaient un journal, et maintenant je fais de même. Après que Jenny ait indiqué au groupe la direction d'où elle venait, ils sont partis pour essayer de retracer ses déplacements et trouver Matthew. La mère était restée avec Jenny, tandis que le père a accompagné le groupe, désormais plein d'espoir que Matthew soit vivant. Pour lui, les « animaux rigolos » signifiaient un écureuil ou un lapin, mais pour un observateur neutre, la réponse semblait beaucoup plus sinistre. Je pense que les gens entendent les choses différemment lorsqu'ils ont un attachement émotionnel. Je suis resté avec la mère et Jenny. Je me suis assis à côté d'eux, m'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. De la nourriture, de l'eau, des couvertures, tout ce qu'il fallait. À un moment donné, la mère a dit qu'elle devait aller aux toilettes, mais qu'elle ne pouvait pas se résoudre à laisser Jenny seule. Je lui ai assuré que je ne quitterais pas Jenny des yeux et que je lui parlerais jusqu'à son retour. À contre-cœur, elle m'a laissé seule avec la petite fille. J'ai décidé de profiter de ce moment pour lui soutirer un peu plus d'informations. « Jenny, où es-tu allée cette nuit? Ta maman dit qu'elle s'était réveillée et qu'elle ne t'a trouvé ni toi ni ton frère. » lui ai-je demandé avec douceur et prudence. « Tous les animaux rigolos nous ont demandé d'aller jouer, » répond-elle, comme si c'était la réponse la plus normale du monde. Je décide de jouer le jeu. « D'accord, et quand tu dis « animaux rigolos », tu veux dire quoi? L'homme renard, il nous a demandé de le suivre. Matthew ne voulait pas, alors l'homme renard l'a porté, répond-elle joyeusement. Je restais assis, les yeux écarquillés, car les images dans ma tête ne correspondaient pas à son récit innocent de son expérience. D'accord. Et que s'est-il passé ensuite, quand vous êtes allé avec l'homme renard? Où vous a-t-il emmené? Ai-je demandé, en essayant de conserver mon air enthousiaste qui cachait à quel point tout cela était inquiétant. Il nous a emmenés voir les autres, l'homme cerf, l'homme ours, l'homme loup et l'homme chat. D'accord. Ma voix tremblait de peur à ce moment-là. Qu'ont-ils fait avec vous? Qu'est-ce qui les rendait drôles, Jenny? Ils nous ont emmenés chez eux, et ils étaient drôles parce qu'ils ressemblaient à des humains, mais avec des têtes d'animaux. Ils ne portaient pas de vêtements, même s'il faisait froid dehors. Oh, et ils rampaient à quatre pattes, le ventre en l'air. C'est drôle, non? M'a-t-elle demandé en gloussant. Oui, c'est drôle. Ai-je soufflé avant de m'évanouir, car l'image terrifiante d'un homme rampant à quatre pattes avec une tête d'animal hantait mon esprit. Je suis resté silencieux jusqu'à ce que maman commence à revenir vers nous. Une question me venait à l'esprit, que je voulais poser tant que j'en avais l'occasion. Leur maison était au milieu de la forêt. Elle semblait un peu brûlée, comme si elle avait pris feu, demandai-je avec curiosité. La petite fille l'acquiesça, ce qui me fit froid dans le dos. « Que s'est-il passé quand vous êtes arrivé là-bas? Vous êtes resté là tout le temps ?» demandai-je, le sérieux se lisant clairement sur mon visage. Quand ils nous ont fait entrer, l'homme renard m'a nourri et m'a chanté des chansons dans le grenier. Puis après un certain temps, il m'a ramené à maman et papa, répond-elle avec gratitude dans la voix. Maman était sur le point de nous rejoindre quand j'ai posé la question au sujet de son frère. Les autres animaux rigolos l'ont emmené dans la cave pour jouer avec lui. Ils ont dit qu'ils le ramèneraient quand ils auraient fini. Donc il va bientôt revenir. Maman s'assit et serra Jenny dans ses bras, comme si elle venait de la retrouver. Je souris poliment
lui assurant silencieusement qu'elle ne m'avait pas dérangé. Jenny avait tort. Ils n'ont jamais retrouvé Matthew, ni la maison où il aurait été emmené. J'ai raconté à Chris les détails de ma conversation inquiétante avec Jenny, mais Chris m'a dit qu'il était garde forestier dans cette région depuis 12 ans et qu'il n'avait jamais vu de maison dans la forêt, ni en ruine, ni neuve. Nous avons néanmoins continué à chercher pendant les mois suivants, mais sans résultat. C'était ma première affaire de personne disparue. Cela m'a bouleversé. Je reconnais que le cri poussé par sa mère lorsque l'équipe de recherche était revenue. Bredouille m'a bouleversé. Mon Dieu. Je pense que le fait que Jenny soit revenue lui avait redonné espoir et le fait qu'on le lui ait repris l'a tout simplement brisé. Je me sentais coupable. J'ai donné mon numéro de téléphone au couple et j'ai accepté de veiller sur leur fils et de faire tout mon possible pour le retrouver. Chris m'a dit que je n'aurais pas dû faire ça. À l'époque, j'ai trouvé qu'il était un peu froid et dur. J'essayais simplement de donner un peu de réconfort au couple, mais malheureusement, j'ai fini par comprendre son point de vue. Au cours des 3 mois suivants, j'ai dû recevoir plus de 200 appels de ce couple me demandant de retrouver leur fils. Et quand nous n'avons rien trouvé, devinez qui a été désigné comme bouc émissaire. J'en suis arrivé au point où j'ai dû simplement ignorer leurs appels. Finalement, ils ont cessé, et j'ai supposé qu'ils s'étaient bien résignés à leur perte. Mais non. Un officier m'a appelé un jour pour me dire que le couple avait porté plainte contre moi. On m'a reproché de ne pas avoir fixé de limites et de m'être trop impliqué émotionnellement dans un travail où il ne faut pas s'impliquer émotionnellement. Des gens disparaissent tout le temps dans les bois. Il faut s'y habituer. Apparemment, mes supérieurs m'ont informé que le protocole exigeait que je sois suspendu de mes fonctions pendant l'enquête sur la plainte. J'ai commencé à rendre mon arme à feu et mon insigne de garde forestier quand Bill m'a ordonné d'arrêter. Il a chuchoté quelque chose aux autres supérieurs avant qu'ils ne se tournent vers moi. Ils étaient bien convaincus que je ne perdrais pas mon emploi au final et que cela serait simplement considéré comme un manque de prévoyance dû à mon inexpérience. Il n'y avait aucune malveillance dans mes actes et je n'avais blessé ni tué personne par négligence ou incompétence. Les parents cherchaient simplement un bouc émissaire à blâmer pour la disparition de leur fils et mon attitude bienveillante m'avait mis dans le collimateur. Néanmoins, ils ont porté plainte contre moi, m'accusant d'avoir joué avec leurs sentiments et d'avoir exploité leur chagrin en leur faisant de fausses promesses. Tels sont les termes qu'ils ont utilisés dans leurs lettres adressées au bureau. Ils m'ont présenté comme un sociopathe insouciant et, comme le service forestier est une institution publique, j'ai dû être puni en conséquence. Mais ils m'ont informé que j'avais une alternative à rester simplement chez moi pendant 3 mois, le temps que l'affaire soit examinée. L'un des observateurs incendiaires avait quitté son poste sans préavis 2 semaines auparavant. Le printemps était arrivé et cela pouvait prendre des mois avant qu'ils ne trouvent un nouvel employé pour la tour, alors que l'été approchait. Ils m'ont proposé un poste dans la tour pendant ma suspension. Je serais là au cas où des inspecteurs ou des couples se présenteraient. Et au lieu de rester chez moi, je pourrais acquérir une nouvelle compétence et maintenir à jour mes connaissances et ma carte mentale des forêts. À l'époque, cela semblait être une option gagnante. Au moment où j'écris ces lignes, cela fait 3 semaines que je suis dans cette tour. Bill m'a donné un cours accéléré lorsqu'il m'a amené ici. J'ai assez de nourriture pour 1 mois, mais si j'ai besoin de plus, je le signalerai par radio et on pourra m'en apporter. Les des toilettes se trouvaient au pied de la tour. J'avais des livres, une télévision et une pile de DVD pour me divertir. Je devais surveiller les grands incendies pendant la journée et patrouiller quotidiennement dans un rayon de 5 miles, à la recherche de feux imprudents. La tour était située au milieu d'une région sauvage, à environ 20 miles de Black Hills. Il n'y avait aucun sentier,
Donc les feux étaient strictement interdits ici, surtout à cette période de l'année. Cela semblait être un travail assez facile, qui correspondait bien à mon caractère, car je n'étais pas particulièrement sociable. Mais au bout de 3 jours environ, j'ai commencé à ressentir le manque de contact humain. Car lorsque vous êtes seul, isolé, au milieu d'une forêt profonde et sombre la nuit, tout peut devenir, pour le moins, effrayant. C'était la 5e nuit quand je l'ai trouvé. J'étais allongé sur mon lit, écoutant le vent siffler à travers les arbres. Je ne sais pas si c'était à cause de ma conversation avec Jenny qui me trottait encore dans la tête, mais je jure que le sifflement a commencé à former une mélodie. Je me suis dit que j'étais simplement épuisé et que tout cela était dû à ce lit. Je ne m'étais jamais senti aussi mal à l'aise de ma vie. C'était comme si l'une des lattes était déformée et me transperçait le dos. Je me suis glissé sur le sol, j'ai attrapé le matelas et j'ai appuyé mes genoux contre le sol pour le soulever. J'ai immédiatement trouvé le problème. Les lattes étaient en bon état. Le matelas était un peu fin, mais le problème venait du fait que 2 cassettes vidéo et un grand livre étaient cachés sous le matelas et entre les 2 lattes du milieu. J'ai regardé vers le bas, perplexe devant ce que je voyais. Je les ai retirés et posés sur la table de chevet, laissant le matelas se remettre parfaitement en place. Je suis remonté sur le lit et j'ai pris les 2 cassettes vidéo. Elles semblaient vieilles, même pour leur époque. De nos jours, les DVD seraient mis à considérer comme des antiquités, mais au moins, j'aurais pu voir ce qu'elles contenaient. Au lieu de cela, j'ai pris le grand livre. Une couverture en cuir vert enveloppait une pile de pages en papier blanc, maintenues ensemble par un élastique noir. J'ai allumé ma lampe de chevet, j'ai retiré l'élastique et j'ai ouvert la première page. À tous ceux qui liront ceci, veuillez lire avec prudence. Écoutez ce que j'ai écrit, car j'ai survécu si longtemps. Mais si vous trouvez ceci avant que je puisse vous le donner, soyez prudent. Je n'ai pas pu le terminer. Ce message sinistre était tout ce qui se trouvait au milieu de la page, et il m'a fait me redresser dans mon lit, attirant instantanément mon attention. J'ai tourné la page une nouvelle fois, et cette fois-ci, j'ai découvert une page entière de texte, soigné, rationnel, régulier. J'ai plié le livre en arc-en-ciel et j'ai laissé les quelques 100 pages défiler encore et encore, comme dans un dessin animé. J'ai remarqué 2 choses. Tout le livre, à l'exception des 2 dernières pages, était rempli. Et plus les pages avançaient là, plus l'écriture de l'homme devenait désordonnée et fébrile. J'ai lu les 2 derniers mots de la dernière page du livre. Elle est là. Un frisson m'a parcouru le dos lorsque j'ai lu cela. Je suis rapidement revenu au début du livre et j'ai commencé à lire à partir de la première page. Je m'appelle Mark Ellis. J'étais observateur pompier. J'étais affecté à la tour numéro 5, située dans la région sauvage de Black Hills, à Black Elk. Et si vous êtes ici pour faire mon travail parce que je ne suis pas là, il y a des choses que vous devez savoir pour survivre. Des choses qui vous aideront à voir le lendemain matin. Parce que, croyez-moi, ils sont là. Elle est là, elle attend, elle observe, elle vous pousse, elle essaie de vous faire commettre une erreur. Une seule erreur, et vous lui appartenez. Vous êtes maintenant chez elle, et elle ne veut pas de vous, ici. Je ne sais pas encore quoi faire de tout cela, mais j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai décidé de commencer à tenir mon propre journal sur les choses que j'ai vues et entendues jusqu'à présent. Et bientôt, j'espère pouvoir partager avec vous ce que j'ai vu et entendu. Je vous tiendrai tous au courant. Je vous recontacterai bientôt, Sam.